Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne suis pas dans la nature, tout simplement parce que je suis rentré plus tôt, du fait qu'il y a un petit peu de jardinage à faire là pour les habitants de l'immeuble. Donc voilà, j'attends qu'on vienne me chercher pour jardiner, voilà, enfin, pour aider au jardinage. Je n'ai pas du tout la main verte malheureusement. Voilà, donc en parlant de verdure justement, je vais vous lire un petit texte que ça va vous interpeller. C'est un livre que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qu'on m'a offert, qui s'appelle Sagesse du Japon, qui est extraordinaire. Et donc c'est basé sur un terme, hein. Vous avez le kanji, vous avez le terme, et vous avez l'explication exacte de ce terme au Japon. Donc j'adore ce genre de livre. J'ai pas mal de livres comme ça, et d'ailleurs j'en ai que 2 ou 3 comme ça, vraiment sur peut-être la centaine de livres que j'ai sur le Japon et le japonais, c'est-à-dire comment apprendre le japonais. Je crois que c'est le 2e ou 3e livre que j'ai, où on montre le sens caché des termes. Je l'avais mis dans mes magazines Nimpo-Ikan à l'époque. Par exemple, Byoki, qui veut dire maladie, le kanji, c'est la honte dans la maison. C'est-à-dire que si la maîtresse de maison n'arrive pas à manier le yin et le yang, l'équilibre et l'harmonie dans la maison, eh bien les habitants de cette maison, cette famille vont être malades. Donc byoki, ça veut dire avoir un mauvais ki. Mais ki, ça peut être l'intention, ça peut être l'énergie, ça peut être plein de choses. Voilà, c'est un exemple, hein, je vous parle la définition du Japon patriarcal de l'époque. Là, je vais vous parler de Shinryoku. Vous allez vite comprendre. Alors, j'ai pas les bonnes lunettes. Alors, Shinryoku est l'expérience poétique et thérapeutique du bain de forêt. Arpenter les bois en laissant notre esprit, notre être tout entier s'imprégner de ces odeurs et sensations primordiales. Ce mot est encore récent. Il fut proposé par les représentants du gouvernement à l'agence japonaise des forêts dans les années 80 afin d'encourager un contact accru avec la nature. Alors, bien que vous puissiez désormais pratiquer le Shinryoku partout, ses origines remontent à la forêt d'Asakawa dans la préfecture de Nagano. Nagano, Togakushi, enfin je dis ça comme ça. Voilà, dont les cyprès, qui ont plus de 300 ans, intiment un respect particulier pour le monde naturel. Ces visiteurs sont invités à flâner auprès de ces arbres centenaires, à se gorger de leur odeur, de leur essence, à savourer le calme de cet environnement sauvage, et de se laisser glisser dans un état de pure détente, tant de corps et d'esprit. On appelait ça la sylvithérapie, je crois, chez nous. Shinryoku est source de nombreux bienfaits pour notre santé, médicalement prouvé. Il est principalement recommandé pour ses incroyables capacités de réduction du stress et de renforcement du système immunitaire. Ça vous dit rien? Ça vous rappelle pas un certain confinement où vous avez le droit de partir à 1 kilomètre de chez vous, mais pas dans la forêt? Pas dans la forêt, interdit dans les forêts. Vous savez, je réagissais en disant, mais ils vont donner le Covid aux écureuils ou quoi? Non, parce que si vous allez dans la forêt, voilà, vous allez mieux récupérer, vous allez renforcer votre système immunitaire, vous allez échapper au stress. Comme je disais, on dirait que tout est fait pour que les gens tombent malades. Tout a été fait pour que les gens tombent malades. Et c'est bizarre, c'est que c'est ce qui a été dit, voilà, de plus en plus de médecins, de chercheurs, de prix Nobel, de tout ce que vous voulez, commencent à ouvrir leur bouche en disant ce confinement a été une connerie monumentale. Voilà. Sauf que là, on essaye de faire des fake news en disant oui, alors d'après une étude, le confinement a sauvé des millions de personnes. Oui. C'est pas fini, hein, le confinement. C'est pas fini. Hein. Je vous dis, il y a des gens qui m'écrivent en disant qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, qu'ils ont peur. Vous avez des gens qui stressent encore, qui consultent par téléphone leur psy parce qu'ils ne veulent pas sortir de chez eux. Vous voyez, donc c'est pas des conneries. Hein. Il y a quelqu'un, en plus, parce que vous savez que le confinement continue avec le masque, qui a eu un accident de voiture parce qu'il s'est évanoui en conduisant, tellement il respirait son CO2. Quoi. Voilà, donc des conneries comme ça. Quoi. Je veux dire, le confinement et le masque, c'est vraiment pour maintenir la peur. Hein. Voilà, je voulais parler de tout autre sujet. Vous voyez, c'est sur un magazine que j'ai reçu, qui va être bientôt en kiosque. Donc je ne l'invente pas. Qui parlait un petit peu
de la mode des garçons dans les années 30, et un petit peu de toute cette manipulation qu'il y a eu. Vous savez, on faisait courir les hommes déguisés en femmes dans les catégories de femmes. Et les gens raflaient des médailles comme ça, jusqu'au moment où on s'aperçoit que c'était des hommes. Donc ça a toujours existé. Hein. Alors, je vous lis le texte, hein, parce que moi ça me fait marrer. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. 1930, le règne des garçons. Vous savez, les garçons qui se coupaient les cheveux comme les mecs, parfois certains se mettaient à avoir un pantalon, certaines faisaient de la course automobile, vous voyez, jouaient au tennis, voilà. Donc c'était le début des garçons. Beaucoup vivaient avec des femmes, hein, comme celle qui avait peint le portrait de Buffalo Bill quand il était venu en France avec son cirque. L'amour, je crois, il s'appelait un nom comme ça. Bonheur, Marie Bonheur. Voilà, alors, le règne des garçons. Dans les années 30, de nombreuses championnes avaient une morphologie peu féminine, qui les apparentait plus à des déménageurs, ça n'existait pas, déménageurs qu'aux danseuses de l'opéra. Elles, entre guillemets, accomplissaient des performances surprenantes. Comme à l'époque, le public pensait que le sport virilisait la femme, ces superwomen pouvaient continuer leur moisson de médailles sans éveiller trop de soupçons. Parce qu'on leur disait, oui, c'est parce qu'elles font du sport, qu'elles sont trapues, qu'elles ressemblent à des camionneurs. Vous voyez, donc, on ne pensait pas à des tromperies. Pensez donc. Pensez pas à des tromperies. Voilà. La première affaire olympique relative à une histoire de sexe remonte à 1936. Après la victoire d'Helen Stephens aux États-Unis, enfin une américaine, pardon, dans le 100 mètres dames aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, où elle devança la favorite polonaise Stella Wałęsienkiewicz. Alors je ne sais pas comment ça s'écrit, hein, Wałęsienkiewicz. Les Polonais ont accusé, écoutez bien, ce sont les Polonais qui ont accusé donc cette femme qui venait de battre leur favorite, qui raflait toutes les médailles, de tricher. On l'a accusé d'être un homme déguisé. Donc l'américaine était obligée de se soumettre à un examen de visu, hein, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, hein, il n'y avait pas comment on appelle ça, de test ADN. Hein. Après inspection détaillée de son anatomie, il a été décidé à l'unanimité qu'elle était bien de sexe féminin. Cette question de suprématie entre Wałęsienkiewicz et Stephens, par sexe interposé, a trouvé un fantastique épilogue. 44 années plus tard. On a compris, hein. C'est la Polonaise qui a attaqué l'Américaine en disant non, ça, si elle m'a battu, c'est forcément un mec. Vous allez comprendre pourquoi. 44 ans plus tard, en décembre 1980, l'ancienne championne polonaise qui avait remporté la finale olympique à Los Angeles en 1932 et s'était classée deuxième à Berlin en 1936, a été victime d'une balle perdue lors d'une fusillade qui avait éclaté sur le parking d'un magasin de Cleveland, où elle s'était rendue pour faire ses courses. Une autopsie fut pratiquée, comme c'est systématiquement le cas, aux États-Unis, en cas de mort violente, et elle a révélé que Stella Wałęsienkiewicz possédait des organes sexuels masculins. C'était un mec. Vous imaginez, c'était le mec qui avait accusé donc l'américaine en disant non, si elle me bat, forcément c'est un mec. Évidemment, puisque c'était un mec. Elle-même, je ne sais pas comment on peut dire. Vous voyez, c'était un mec déguisé en femme, hein, qui, c'est pas les travelots, hein, c'était un mec, enfin un travelot plus qu'un transgenre, c'est quelqu'un qui s'était déguisé en mec pour faire ça, mais on le voit dans le vélo, on le voit dans plein de choses. Alors je vais vous donner un deuxième truc qui est assez marrant. 1945, des sprinteurs français égarés chez les sprinteuses. Dans les années 1945 à 48, une Française, Léa Corla, spécialiste du 100 et du 200 mètres plat, raflait toutes les médailles. Tous les titres et records de France. Quelques années plus tard, elle se transformait en bon père de famille. À la même époque, sa principale adversaire, donc elles étaient deux, Claire Bressol, changea d'état civil et se prénomma Pierre. Ainsi transformée, elle accomplit son service militaire, se maria et fit 2 beaux enfants. Avant ce changement de sexe, toutes les deux faisaient les beaux jours de l'équipe nationale féminine. Elles ont même battu les records de France du 4 x 100 mètres, tu m'étonnes, et remporté une médaille d'argent au championnat d'Europe en 1946 à Oslo.
Et quand on me dit, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, moi je veux bien. Alors pourquoi faire des catégories olympiques? On fout tous les mecs et toutes les nanas sur le, je sais pas moi, en boxe, en boxe taille, en 110 mètres, en natation, tout ce qu'on veut. Et puis, hop, pas de catégorie, on verra qui c'est qu'il y aura à l'arrivée. Hein, c'est comme, je disais déjà que on parlait de prédisposition raciale, on ne va pas dire de raciale, mais regardez les sprinteurs polonais, les sprinteurs suédois, les sprinteurs norvégiens, c'est tous des blacks. Voilà, ben voilà, là c'est pareil. Si vous mettez tout le monde sur une ligne de 100 mètres ou 110 mètres, ben vous allez avoir que des blacks à l'arrivée. Ben là c'est pareil. Si vous vous dites il n'y a plus de différence entre les sexes, et ben dans ce cas-là, vous mettez les hommes et les femmes courir, et puis vous allez voir qui c'est qui va arriver, quoi. Voilà, c'est une aberration des LGBT, mais c'est plus rien. Voilà, simplement pour vous dire que la tricherie, elle existe depuis longtemps, bien avant le dopage. Et puis surtout, ce qui est aberrant, c'est que les tricheurs pensent que vous trichez, vu que eux trichent. Oui, c'est ça, je voulais en venir à ça. Pour moi, c'est très important ce que je vous dis. Ceux qui vous accusent d'être voleurs, ce sont des voleurs. Ceux qui vous accusent de mentir, ce sont les menteurs. Vous savez, on disait la plus grande punition du menteur, c'est pas de pas être cru, c'est que lui ne croit personne, parce qu'il croit que tout le monde pense comme lui. Par exemple, j'étais accusé d'être un gourou de secte, hein, parce que j'avais le crâne rasé, je faisais des arts martiaux, donc un type qui, lui aussi, avait le crâne rasé, enfin maintenant a le crâne rasé et dit pratiquer des arts martiaux, me traitait de gourou. Alors que lui, il écrivait même dans Karaté Magazine à l'époque qu'il voulait faire sa secte Shingon, qu'il faisait partie de la secte Sozan, Tozan, machin truc, il ne parlait que de secte. Et il voulait faire sa secte avec ses élèves. Il n'a jamais bossé de sa vie, il doit être au RMI ou un truc comme ça. Et voilà. Et le gars, ou RSA, et le gars, il me traitait de gourou. Alors que c'était lui le gourou. Mais comme il pensait que j'étais aussi pourri que lui, ben voilà. Hein, c'est cette même personne qui disait que j'étais orphelin. Alors que lui a été rejeté par sa mère quand il était môme. Mais il transposait ça sur moi. C'est fantastique. C'est fantastique. J'ai un autre gars qui m'a accusé, enfin pas que accusé verbalement, hein, il m'a dénoncé aux impôts, il m'a dénoncé, il a été voir mon compte à la caisse d'épargne, il a magouillé pour avoir accès à ça, parce qu'il disait, oui, de toute façon, tu touches des ronds. Je dis non, je touche pas d'argent quand je fais mes cours, je suis bénévole, j'ai même eu la médaille de bénévolat ce jour-là, cette année-là, j'ai eu comment on appelle ça ? Oui, la médaille, le titre, le trophée du meilleur bénévole synthé. Voilà, c'est tout. Et lui me disait, oui, de toute façon, tu touches de l'argent, Bon, ok, il a vérifié, les impôts m'ont appelé, tout le monde m'a appelé, la CAF, tout le monde. Ben voilà, ils n'ont rien trouvé parce que je ne touche pas d'argent. On n'a pas de caisse noire, on ne touche pas d'argent. Seulement, moi, ce que je me pose la question, le mec qui me disait ça, qui lui-même faisait des cours d'arts martiaux, entre guillemets, c'est lui qui doit toucher du pognon, c'est lui qui doit piquer dans la caisse, parce que moi, vous voyez, pour pouvoir croire que moi je touche de l'argent, il fallait que lui pique de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ne vous inquiétez pas quand les gens vous traitent de tout sur Internet, ou m'accusent de plein de choses, parce qu'en fin de compte, ce sont eux, c'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, qui est l'arme absolue des francs-maçons, qui vous accusent, d'ailleurs comme par hasard, ces gens sont francs-maçons, voilà, des gens ils vous accusent, et on vous dit, ben voilà, cette personne c'est un voleur, cette personne c'est un gourou, cette personne c'est un mytho. Tiens, oui, on m'a traité de mytho, quoi. Je veux dire, voilà, je vais au Japon, je m'entraîne avec des maîtres d'arts martiaux japonais, j'ai des grades japonais, et puis on m'interdit de montrer mes grades parce qu'ils ont des grades français, ils prétendent faire des arts martiaux, alors qu'au Japon, on dit non, c'est pas de l'art martial, et les dan, c'est japonais, c'est pas français. Donc pour moi, un dan français, ça vaut rien du tout, quoi. Je veux dire, c'est pas international, vous voyez. C'est valable qu'en France, dans une fédération. Voilà, bon, bah,
Voilà, ils s'amusent entre eux, ils font leur truc, ils sont dans leur secte, et ils accusent les autres de secte d'être mythomanes, parce que vous avez un vrai Dan, parce que vous avez un vrai titre, parce que vous avez fait des vrais arts martiaux, parce que vous allez vraiment dans la vie réelle au Japon, et non pas, vous passez pas votre vie à rêver d'être au Japon, d'être un samouraï en kimono, en faisant des katas. Non, non, vous allez vraiment travailler avec des sabres, avec des naginata, avec des lances, au Japon, avec des maîtres japonais d'arts martiaux japonais, et vous avez des titres japonais, d'arts martiaux japonais, qui sont valables dans le monde entier, sauf évidemment en France, puisqu'en France, on veut faire croire que le Dan est un titre sportif. Alors que le Dan est inventé en 1600 au Japon pour les joueurs d'échecs. Vous voyez, ça a été repris plus tard par Kano, quand il a exporté son judo, enfin son Jujitsu Kano, parce que voilà, les Occidentaux ont besoin de grades, oui. Voilà, ont besoin de carottes. Voilà. Et puis Kawashi avec ses ceintures de couleurs, voilà. Ça a été pire, et puis maintenant les ceintures de couleurs, on va les couper en une barrette, deux barrettes, trois barrettes, et puis après les ceintures de couleurs, on va en faire des couleurs et des mi-couleurs, par exemple blanche, une barrette, deux barrettes, trois barrettes, ensuite blanche-jaune, blanc-jaune, une barrette, deux barrettes, trois barrettes. Après jaune, vous voyez, il faut 72 passages de grade pour arriver à la noire. Alors qu'au Japon, vous êtes blanc, vous êtes noir. Voilà, c'est pas grave. Voilà, simplement, cette inversion accusatoire, on la retrouve à tous les niveaux, comme je vous ai dit, sur le net, on la retrouve dans les commentaires, c'est vrai, YouTube, des gens qui vous accusent parce que eux pensent comme ça, ils pensent comme, voilà, c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, et c'est utilisé en politique, c'est utilisé dans tout ce qui est manipulation mentale, tout simplement. Et le pire, c'est que les gens, souvent, ils le font même pas exprès, quoi. Vu que c'est leur façon de fonctionner, ils sont persuadés. Hein, c'est un petit peu comme cette histoire du type qui va chez son psychiatre, on lui présente deux tâches. Vous savez, le test, je sais pas comment on appelle ça, là, Rochard, je sais pas quoi, là. On lui balance deux tâches, comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, regarde, il dit, bah là, je vois une bonne paire de fesses. Ok, on lui balance une tâche, pouf, tout en longueur, avec des petits points. Qu'est-ce que vous voyez? Ben là, je vois un sexe en érection. Le psychiatre, il dit oui, hop, il retourne la page, il monte ça, deux tâches face à face, comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Ben là, je vois un couple en train de faire l'amour. Ouais. Ben écoutez, monsieur, mon diagnostic est simple, vous êtes juste un obsédé sexuel. Et le patient dit, moi, un obsédé sexuel, vous arrêtez pas de me montrer des images de cul. Et vous dites que c'est moi l'obsédé sexuel. Voyez, c'est ça l'inversion accusatoire. C'est le type qui a un mode de fonctionnement qui est biaisé, et il ne peut voir que par ce biais. Hein, c'est un petit peu ce qu'on appelle le biais cognitif. Vous savez, vous cherchez toujours les informations qui vont dans votre sens, vous n'allez jamais chercher dans des informations qui pourraient vous critiquer, c'est la même chose. Vous êtes obsédé, vous êtes omnubilé par une vérité que vous cherchez à défendre, voilà, alors que vous avez tort, mais pour vous c'est votre vérité. Le truc c'est que c'est votre vérité parce que vous faites tout pour la rendre crédible, dans votre esprit en tout cas. Si vous pensez que c'est la guerre, que nous sommes en guerre, vous allez sortir avec votre casque, avec votre fusil, en treillis, en rangers, parce que pour vous c'est la guerre. Voilà, si pour vous tout va bien, vous êtes dans le monde bisounours, bon vous promenez comme j'en ai connu dans les rues, vous laissez les portières ouvertes, les fenêtres ouvertes, la clé sur le contact, la voiture qui est au ralenti, voilà, vous allez faire vos courses, vous revenez, allez, Hollywood, bisounours, Walt Disney, les sept nains, on rigole quoi, on est dans le monde, donc il y a un équilibre entre ces deux, hein, entre les foufous et puis les paranos quoi. Voilà, il y a j'espère, du moins, un équilibre entre les deux. Voilà, donc, paix et sérénité, hein, je voulais simplement vous parler de ça. Hein. Donc, dans ce livre, tout simplement, vous voyez, je l'ouvre, il y a 2 minutes, je l'ouvre au hasard et je tombe sur cette sylvithérapie, ou sylviothérapie, qui est une thérapie par l'essence des plantes, hein, on appelle ça les phytohormones, enfin, on a donné des noms comme ça. Et puis aussi sur le livre qui est fait par des professeurs de fac,
de sport qui vous parle justement que en fin de compte les gens qui se faisaient passer pour des enfin les gens qui accusaient les autres de se faire passer pour des dopés ou bien des tricheurs, bah, c'était eux les tricheurs, c'était eux les dopés. Voilà, c'est quand même aberrant, mais on trouve ça partout, partout, partout. Par exemple, je montre des photos de culturistes, je dis je suis dopé, et le gars il me dit ouais, de toute façon je vois pas pourquoi tu dis qu'ils sont dopés, c'est simplement que toi tu as peur des piqûres. T'es pas assez mal, t'es pas assez costaud pour te faire des piqûres. Bah, évidemment, de toute façon, au départ la testo, ça rend un peu agressif, un peu foufou. Donc c'est normal que le mec il m'agresse parce que je viens de dire que prendre des piqûres de testo, c'est tricher. Bah, lui, c'est pas tricher, puisque de toute façon, il le fait. Sauf que bah, c'est moi qui ai tort, parce que c'est moi qui n'ai pas les burnes de me faire des picousses dans le gras du bide ou dans les fesses tous les jours pour avoir ma testo. Voilà, voilà quoi. Mais moi je peux dire, c'est lui qui a pas assez de couilles aux burnes, couilles au cul, pardon, pour prendre des douches froides, de faire des jeûnes, des jeûnes secs de 24 heures pour pouvoir faire monter sa testo. Voilà, je peux faire aussi le... Mais là, voilà, moi c'est clair, quoi. Voilà, donc bonjour, bonjour, au revoir à tout le monde, hein, gros bisous, et c'est juste un petit, comment on appelle ça, une petite vidéo que je voulais vous faire, parce que je viens de lire ces deux magazines, et je trouve ça très bien, que ça rebondit sur l'actualité, ça va argumenter ce que je vous dis depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que le confinement est une belle connerie qui va nous flinguer, parce qu'on n'est pas chinois, nous, que les Chinois confinent, qui sont dans une culture de méditation, de relaxation, de détente, de tai chi, de qigong, de vie sociale, parce qu'ils vivent ensemble, tous ensemble. Hein. Je ne sais plus qui disait qu'ils avaient embauché des Chinois, je crois que c'était dans un restaurant, un truc comme ça. Ils avaient proposé 3 chambres, mais non, les Chinois ont voulu dormir tous les 3 dans la même chambre, parce que c'est comme ça chez eux. Ils aiment bien être confinés, voilà. Donc quelque part, dans leur tradition, ils aiment bien vivre en famille. Regardez beaucoup de films japonais, par exemple, vous verrez que dans la pièce, vous avez les beaux-parents, vous avez les grands-parents, vous avez les enfants, tout ça, et parfois ils dorment dans la salle de séjour, dans le même lit. C'est vraiment une vie confinée déjà dès le départ. Donc, mais nous, on n'est pas comme ça. Donc nous, ça nous stresse. Nous, ça fait baisser notre système immunitaire. Voilà, donc faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, hein, c'est-à-dire élevés à la chinoise, à la japonaise, etc. Voilà, c'était juste un petit détail. Ok, demandez à un occidental de rester à genoux pendant 20 minutes, et vous allez comprendre tout de suite qu'on n'est pas du tout dans les mêmes cultures, d'accord ? Allez, gros bisous à toutes et à tous, et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit clin d'œil, et puis je vais vous le poster tout de suite, comme ça j'aurai le temps pour jardiner. Allez, à bientôt!